Alors de la fusion avec l'ajusteur de pensée à la fusion amoureuse, il n'y a qu'un pas qui va être très vite franchi. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils sont deux qui ne veulent plus faire qu'un. Le problème, c'est de savoir lequel. Tomber en amour, c'est pas grave. Mais il vaut encore mieux prendre conscience de la chute. Savoir que c'est une maladie, le coup de foudre. Alors si on décide malgré tout de tenter l'expérience, il faut se définir suffisamment pour que l'autre ne nous bouffe pas tout rond. Il faut communiquer, et vite à part de ça, avant que les tuyauteries ne soient obstruées par les crises, les conflits, les reproches. Mais qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Comment éviter qu'entre les deux partenaires, les deux malades de tout à l'heure, la maladie, ne s'installe petit à petit l'indifférence, la méfiance, l'hostilité, résultat de l'incommunication. Voilà, le gros mot est lâché, ça sonne un peu comme excommunication. C'est quoi la communication? C'est quoi de l'incommunication? Vous parlez des couples? Dans le couple. Ah, c'est un saut en descente. Un saut en descente? Oui. C'est pour ça qu'on tombe en amour. C'est quoi votre question? C'est quoi communiquer réellement d'un point de vue cosmique? Peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de communiquer dans un couple, là? Pourquoi il y a tant de tensions et ça fait l'affaire de qui ou de quoi, ça, que les couples finissent toujours par se haïr? Même quand ils se le disent pas, attention. On peut faire semblant de s'aimer. Ils m'aident pas beaucoup, hein. Se parler, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des façons de parler? Autre chose que des insultes ou des silences mortels? Parce que chacun des partenaires, là, il voit l'autre avec des défauts. En fait, il lui colle des défauts qui correspondent non pas à ses défauts, mais à la relation qui, elle, est dans les patates. Est-ce qu'il faut accepter de passer par une crise plutôt que de faire comme si tout allait bien? Ma grand-mère, elle disait que l'important, c'est pas de rendre l'autre heureux, c'est de se rendre heureux soi-même et d'offrir son bonheur à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ma grand-mère? Il doit y avoir des notions de territoire, d'espace là-dedans, vital, psychique, psychologique, même physique à respecter dans un couple. Si on veut pas finir comme des gruyères, là, plein de trous. Pour vivre, là, pour respirer, pour nous développer, on n'a plus besoin d'espace vital dans le couple et ça correspond à quoi, cet espace vital? Autrement dit, amour toujours, là. Amour toujours, c'est un mythe, dans le fond, là. Parce que ça, on le sait après, jamais avant. C'est l'amour toujours. Est-ce qu'il faut se garder un jardin secret dans la relation ou bien on doit tous dire? Ça fait le jeu de qui, cette incommunication? Parce que ça doit bien faire les affaires de quelqu'un, ça fait pas l'affaire du couple. Est-ce que là aussi, il y a des prédateurs qui utilisent notre énergie dans cette mauvaise relation pour se bâtir un septième ciel? Êtes-vous marié?
Bon, là, je fais la grève, là, c'est fini. Vous avez vu la question qu'on m'a mis en avant, là? Comment l'astral peut-il empêcher l'homme de se conscientiser? C'est ça la question. À travers le couple. J'ai plus de questions, moi j'espère que vous avez des réponses. La communication dans une couple, c'est très difficile. Et ça peut être très facile. C'est deux extrêmes, c'est deux situations extrêmes. La raison pour laquelle les êtres dans les couples ne sont pas capables de communiquer, c'est fondamentalement parce que sur le plan de leur personnalité, ils se prennent au sérieux. Ça, c'est la clé. À partir du moment où on se prend au sérieux dans un couple, on divise l'énergie du couple, on s'attribue une part de l'énergie qu'on appelle le valable, qu'on appelle le raisonnable, qu'on appelle l'intelligent. Et on ne peut pas diviser l'énergie dans un couple. Parce que l'énergie, ça fait partie du mouvement de l'intelligence à travers deux êtres. Ces deux êtres, s'ils sont en harmonie vibratoire avec cette énergie, qui est une énergie créative, qui fait partie d'eux, ne peuvent pas la diviser, cette énergie. Autrement dit, l'un ne peut pas la prendre pour lui et l'autre pour lui. C'est une énergie universelle, c'est une énergie créative. C'est une énergie qui n'est pas polarisée. C'est une énergie qui ne se divise pas entre l'un et l'autre. C'est une énergie qui sert à l'un et à l'autre. Mais pour faire ceci, il faut que l'homme soit capable d'être dans son intelligence, dans son énergie créative, dans sa personne réelle. S'il est dans sa personnalité, il sera automatiquement astralisé dans son énergie. Donc, à partir de ce moment-là, il vivra la division dans le couple, l'incommunication. Communiquer, ça veut dire quoi? Communiquer, ça veut dire parler avec quelqu'un d'une façon égale. Toujours d'une façon égale. Il n'y a pas de hiérarchisation dans la communication. À partir du moment où une personne dans un couple, à partir du moment où une personne qui communique avec une personne est en autorité de convenance, c'est plus de la communication, c'est de l'imposition verbale. Quand une personne communique dans le sens d'échanger avec une autre personne une énergie créative qui est universelle, donc qui fait partie des deux, à ce moment-là, une personne peut facilement respecter parfaitement l'autre et l'autre respecter parfaitement l'autre. À ce moment-là, il y a un mouvement de l'énergie créative et l'énergie n'est plus personnalisée. Ce qui fait que la communication dans les couples brise, c'est que les êtres ont tendance à personnaliser leur énergie. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire qu'ils ont tendance à croire qu'ils ont raison. C'est une illusion avoir raison. Avoir de l'intelligence, c'est réel. Mais avoir raison, c'est une illusion. Et plus les êtres vieillissent, plus ils peuvent facilement entrer dans cette illusion et finalement fossiliser totalement leur énergie. Et éventuellement, il y a un gouffre qui s'établit entre eux. Et la communication, au lieu d'être créative, devient simplement expressive, mais elle exprime totalement de l'astral. C'est-à-dire qu'elle exprime des aspects de la personnalité qui est facilement utilisé par les autres plans à travers le chuchotement de la pensée. Vous communiquez avec une personne, par exemple, d'une façon qui n'est pas créative et elle ne vous répond pas d'une façon créative et dans votre tête, vous vous dites « maudit qu'elle a une tête de cochon ». Mais « maudit qu'elle a une tête de cochon », ça vient d'où? Ça vient de l'astral. Ça vient pas de votre intelligence créative. C'est l'astral qui vous souffle ces mots. Et comme l'astral emploie le « je », l'ego, lui,
il a l'impression que c'est lui qui dit « maudit qu'elle a une tête de cochon ». Il rapatrie la Constitution. Il rapatrie la Constitution. Et il veut que l'autre signe au bas de la page. Et elle se refuse. Donc, le problème de communication chez l'homme, c'est un problème évolutif. Avec l'évolution de la conscience, avec l'évolution de l'intelligence, avec la compréhension des lois astrales, parce que c'est fondamental pour l'évolution de la compréhension de l'astral et de ses effets sur la conscience mentale inférieure de l'homme. À ce moment-là, l'homme commencera à voir le jeu, parce que l'homme qui est en communication, l'être qui est en communication avec un autre être dans un couple, il ne veut pas détruire son couple. Il ne veut pas abrutir sa relation. Il n'y a pas un être dans un couple qui veut abrutir sa relation. Autrement, au contraire, tous les êtres dans les couples voudraient avoir des couples super. Super. Bon. Mais chacun se fait prendre dans le jeu. Ce n'est pas l'homme qui détruit son couple, c'est l'astral qui détruit le couple de l'homme. C'est ça qui est le plus écœurant. Ce n'est pas l'homme, c'est l'astral qui détruit le couple de l'homme. Il n'y a pas un homme qui a aimé, ou pas un être qui a aimé, qui ne veut pas continuer à aimer, parce que aimer un être dans un couple, c'est se donner une sécurité psychique. C'est se donner une maison psychique à l'intérieur de laquelle on est confortable, à l'intérieur de laquelle on est communicatif, à l'intérieur de laquelle on peut constamment échanger. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'être n'est pas fait pour vivre seul, il veut être en étroite relation avec un autre être qui est sur une longueur d'onde qui rapproche de la sienne. C'est ça le couple. C'est pourquoi le couple, il n'y a aucun système humain politique qui pourra jamais détruire le couple. Même les communistes ont essayé, ils n'ont pas été capables. Parce que le couple représente sur le plan matériel l'unité de ce qui est cellulaire. Dans une cellule, vous avez deux parties. Un couple, c'est une cellule psychique. Mais ce qui détruit le couple, ce qui rend la vie de couple pénible, difficile, c'est le fait que les entités qui font partie de ce couple, les êtres, ne connaissent pas les lois des mondes parallèles, des mondes invisibles, qui utilisent le territoire psychique de leur mental pour leur souffler des idées qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire qui ne sont pas en harmonie avec les lois de la vie, mais qui sont en harmonie avec les lois de la mort. Parce que le monde de la mort, c'est un monde qui est anti-homme, même sur les plans les plus subtils, les plus sacrés. Quand l'homme réalisera que les mondes de la mort sont des mondes qui se construisent à partir de toute l'expérience humaine, de toute la faiblesse humaine, ils verront que c'est absolument inestimable être libre dans le mental. Que c'est absolument inestimable être intelligent dans le sens créatif du terme, et non pas dans le sens de la personnalité. Ce qui abrutit les couples, finalement, c'est l'incapacité de l'être de supporter au niveau égoïque la lumière de son propre esprit. Il préfère supporter ou vivre ou canaliser les décombres de l'astral, les vertus imaginaires de l'âme qui est incarcérée dans un plan et qui veut communiquer, ou des âmes qui veulent communiquer avec lui, parce que le cerveau humain, c'est un territoire ouvert à différents plans de la réalité. L'homme ne faudra jamais que l'homme croie que son cerveau est une terre totalement sous son contrôle. Lorsque l'homme sera en fusion, lorsque l'homme aura intégré l'énergie des plans, à ce moment-là, son cerveau deviendra un territoire psychique totalement sous son contrôle. Mais tant que l'homme ne sera pas arrivé à l'évolution de cette fusion, il vivra un cerveau qui est un domaine psychique utilisé par des entités appartenant à des sphères parallèles qui évoluent dans des mondes invisibles et qui font partie de ce que nous appelons les bas ou les hauts mondes de la mort. L'homme croit que la mort, c'est quelque chose qui vient après la vie, c'est une illusion. La mort, c'est quelque chose qui se perpétue au-delà de la matière. Et lorsque les entités, lorsque ce qui est retiré de la vie mentale de l'homme, de la vie intelligente de l'homme, se retrouve sur ces plans, ça continue à travailler, ça continue à s'exécuter, ça continue à œuvrer. Et l'homme de la Terre fait partie de cette œuvre. L'homme est un être qui est en communication constante, bien qu'à son insu avec le monde de la mort. Donc c'est l'astral qui détruit l'harmonie du couple. Je me rappelle, quand je donnais un séminaire une fois, il y a cette jeune fille qui vient me voir et qui me dit, Monsieur Bernard, je suis pas bonne. Je suis pas bonne. Je suis réellement un être ignoble.
Je suis paresseuse. Je ne vaux rien. Et connaissant ce que je connais des mécanismes astraux, je lui ai dit, je vais faire une expérience avec vous pour vous faire comprendre quelque chose. J'ai dit, imaginez-vous là que vous pouvez parler, si vous voulez, à une intelligence dans un autre monde parallèle. Une intelligence qui est près de vous. Un guide peut-être, quelque chose. J'ai dit, parlez-lui comme si vous parliez avec quelqu'un de physique. Moi, je vais vous poser les questions à lui poser et attendez la réponse. Mais ne me parlez pas la réponse. Attendez qu'elle vienne dans le mental. Comme pensée. Et je lui ai demandé, j'ai dit, demandez dans votre mental si cette personne, cette intelligence veut parler avec vous ou veut parler avec moi à travers vous. Vous savez ce qu'elle a répondu? Qu'elle mange de la merde. Là, elle était gênée, la petite fille. Ouais. Elle a dit, Monsieur Bernard, je n'ai jamais osé vous parler comme ça. J'ai dit, c'est pas vous qui pouvez me parler comme ça. C'est une entité sur un autre plan qui passe à travers votre mental, qui vous donne l'impression que c'est vous qui parlez comme ça. J'ai dit, demandez si c'est vrai. Donc, elle demande si c'est vrai. Et elle me dit, il n'y a pas de réponse. Ah. J'ai dit, là, quand ils font face à quelque chose, ils ne veulent pas dévoiler le secret. Qui ne dit mot consent. Voilà. Mais j'ai dit, inquiétez-vous pas, parce que c'est facile de les faire parler quand on connaît le jeu, parce qu'ils ne sont pas intelligents. J'ai dit à la jeune fille, j'ai dit, demandez si c'est cette entité qui vous donne l'impression d'être paresseuse. Et là, elle me dit, ça me crie dans les oreilles, ça me fait mal dans les oreilles. Et je veux pas continuer ce dialogue-là, mais j'ai poursuivi ceci. Et quand j'ai eu fini avec elle, pas la petite fille, mais l'entité, ça a été fini. Quelques semaines plus tard, cette petite fille-là, elle travaillait, elle avait une bonne job, elle était maquillée, elle avait les cheveux remontés, elle était cute, elle était heureuse. Bon, cette loi, il faut qu'elle soit connue de l'homme. Si je fais dans le monde, dans ma vie, seulement un travail, révéler ceci, je pourrais arrêter de vivre ici. Mais je n'arrêterai pas de vivre ici tant que je n'aurai pas atteint, d'une façon ou d'une autre, suffisamment de la population de la Terre pour que ceci soit finalement su et compris. Parce que ce n'est pas à travers, écoutez bien, il y a des gens qui disent, Bernard de Montréal, il a dit qu'il va détruire l'ésotérisme, qu'il va détruire... Ce n'est pas que je veux détruire l'ésotérisme. Moi, je suis ésotérique. Moi, je suis occulte, dans ce sens que je partage à la fois la vie des sens et la vie de l'invisible. Donc, pour moi, l'ésotérisme, c'est une grande science. Mais, ce que je veux dire, c'est que l'homme doit un jour comprendre les lois de l'invisible et non pas se laisser simplement impressionner par l'invisible. L'ésotérisme, c'est se faire impressionner par l'invisible. C'est la descente de connaissances vers l'homme, mais des connaissances dont l'homme ne connaît pas en allant de reculons les causes, les besoins et les raisons fondamentales. L'homme doit connaître les raisons fondamentales de l'ésotérisme. Et quand l'homme comprendra les raisons fondamentales de l'ésotérisme, quand il saura d'où vient telle théorie, telle connaissance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, là, à ce moment-là, il aura suffisamment d'intelligence créative, qui est universelle, qui appartient à tous les hommes. Aucun homme ne possède la connaissance. La connaissance, elle fait partie du mouvement de l'énergie à travers les hommes. Comme la sève monte dans l'arbre et se répand dans les branches. Donc, à ce moment-là, l'homme pourra apprécier certaines formes ésotériques pour le temps où elles servent. Il pourra ajuster d'autres formes ésotériques où elles retardent l'évolution de l'homme. Mais l'homme, pour la première fois, sera totalement libre de l'ésotérisme qui a été donné, soufflé à lui pour des bonnes raisons ou pour des mauvaises raisons pendant l'évolution. Et à ce moment-là, il sera libre de l'influence occulte sur son mental. Et c'est à ce moment-là qu'il sera capable de déchirer les voiles et de créer finalement sur la Terre une science de l'esprit tellement exacte, tellement précise, que les sphères trembleront devant son mental. Et lorsque les sphères trembleront devant le mental de l'homme, il n'y aura plus de crainte dans l'homme.
Parce que la crainte dans l'homme, elle est issue des sphères. Ce sont les sphères qui utilisent dans l'homme ses émotions, ses concepts spirituels, ses concepts de l'absolu, tous les concepts qui font partie de l'organisation psychique de sa personnalité. Ce sont les sphères. Moi, je visite les sphères, j'entre et je sors. Et je vois jusqu'à quel point l'organisation des plans astraux est une organisation extrêmement et parfaitement intelligente. Et l'homme doit un jour être au-dessus de cette forme d'intelligence. C'est-à-dire que l'homme doit un jour connaître les lois de l'énergie et cesser de flirter avec les principes des mots. S'il en arrive à cesser de flirter avec les principes des mots, il va éliminer de sa conscience humaine l'émotivité qu'il partage avec son mental. Parce que c'est l'émotivité que nous partageons avec notre mental qui donne le pouvoir aux sphères. Si nous n'avions pas d'émotivité négative, subjective, je ne parle pas d'émotivité créative, mais si nous n'avions pas d'émotivité subjective, négative, restreignante dans le mental, nous n'aurions pas de crainte. Donc, nous serions capables mentalement de passer à travers ces plans et d'amener vers soi-même, vers le monde, d'une façon ou d'une autre, selon nos capacités, selon nos tendances. Nous aurions capacité de faire descendre, sur la Terre une science de la psychologie, mais une science de la psychologie réelle, c'est-à-dire une science de l'esprit qui, éventuellement, nous amènerait naturellement à une science de la matière. Mais nous ne pouvons pas avoir une science de la matière avant une science de l'esprit parce que l'esprit découle de la matière. L'homme qui ne connaît pas les lois de l'esprit ne peut pas connaître les lois de la matière parce que la matière, c'est de l'esprit. L'homme qui contrôle l'esprit à travers les formes qu'il utilise dans son mental en arrive naturellement à contrôler la matière parce que la matière, elle est déjà régie par l'esprit. Mais des esprits qui souvent sont subalternes et qui doivent un jour être amenés à travailler pour l'homme, ce que nous appelons entité. Je ne parle pas du double. Ce que nous appelons entités, ce sont des intelligences en évolution qui sont décorporalisées, qui sont en dehors du corps matériel et qui évoluent dans d'autres mondes. Ces intelligences ont des places, elles ont des statuts, elles ont des pouvoirs, elles ont des capacités, elles ont des entrevues avec l'homme qu'on appelle la télépathie mentale, subjective, qui est la pensée subjective. Ces entités, un jour, doivent être réalisées par l'homme. Autrement dit, l'homme doit se créer, ouvrir une fenêtre sur l'invisible. L'invisible doit devenir aussi réel pour lui que le matériel, à travers au moins le mental au début, pour qu'ensuite cet invisible devienne matériel à travers ses yeux physiques. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de mystère pour l'homme. L'homme sera dans l'intégralité de sa conscience, c'est-à-dire qu'il partagera parfaitement les plans, l'énergie des plans. Il pourra communiquer, mais il ne pourra pas être menti. Ce qui me trouble sur le plan évolutif, ce qui me trouble sur le plan mental, ce qui me trouble sur le plan de l'énergie créative, c'est la vision dans le monde que l'homme est prisonnier et il est assoiffé de vérité. Lorsque, en fait, la vérité est une condition expérimentale créée dans le mental de l'homme pour l'amener petit à petit à perdre de plus en plus ses mœurs inférieures pour en arriver à développer des mœurs supérieures. Mais lorsque l'homme est arrivé dans sa conscience, sa lumière, son énergie, son intégralité de conscience, il n'a plus à vivre sous la domination, sous la directive évolutive d'intelligence qui servent à l'amener à développer des mœurs de plus en plus compatibles avec une conscience sociale à laquelle il n'appartient plus. C'est ça l'homme nouveau. Donc, des sentiments comme la jalousie, la possessivité, etc., sont des sentiments qui sont suscités par ce sont des sentiments qui sont suscités par ces plans-là selon l'expérience de l'homme. Vous prenez, par exemple, un être sur le plan matériel qui a eu une vie dans la jeunesse très difficile, qui n'a pas été aimé. Bon, prenons un être qui n'a pas été aimé. Quand un être n'est pas aimé dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'il vit? Il vit de l'insécurité. L'insécurité crée quoi? Elle crée l'impossibilité à l'ego de pouvoir sentir sa réalité. Donc, quand l'ego ne peut pas sentir sa réalité, quelle réalité croyez-vous qu'il sent? Il en sent une autre. Cette autre réalité, c'est la réalité de l'astral. Donc, l'ego, à ce moment-là, il est très faible, il est très amenuisé dans sa dimension psychologique, dans sa capacité psychique. Donc, automatiquement, l'astral rentre, il rencontre quelqu'un, cet être, cette femme ou cet homme rencontre quelqu'un, ils tombent en amour, et ils sont déjà insécures, et l'autre, il est un peu plus libéré dans un autre sens, il va vers d'autres personnes, donc il vit la jalousie, et l'astral entre en jeu automatiquement et crée en lui, à travers les occasions qui sont vécues sur le plan de l'expérience, et il lui souffle
souffle, ah, ben, tu sais, ta blonde, elle triche, mais pas, il va pas souffler comme ça, ta blonde, elle triche, parce que l'astral ne parle pas à l'homme comme ça. Si l'astral disait à l'homme, ta blonde, elle triche, l'astral se dévoilerait. Il dit, ma blonde triche. Vous comprenez? C'est écœurant. C'est de la manipulation suprême. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, et je ne veux pas parler avec prétention parce que je ne suis pas un homme prétentieux, même si j'ai l'impression de l'être. Ou même si j'ai l'impression de la créer, cette impression. Souvent, je le fais pour le plaisir de la chose. Mais savez-vous que je suis le premier homme, depuis le début de l'évolution de l'humanité sur cette planète, à détruire l'astral, à aller chercher leurs secrets. C'est pour ça qu'ils me haïssent tant. Et c'est pour ça qu'à travers des hommes qui sont moindrement faibles, ils vont aller essayer de chercher une situation. L'astral peut facilement dire à un être humain qui est débalancé, bon, mais tu sais, Bernard de Montréal, il faut le tuer parce que il parle contre ci ou il parle contre ça. Crée des remous dans le ciel. Exactement, il crée des remous dans nos sphères. Donc le type, il vient un jour puis il veut me descendre. Vous comprenez? Donc il faut que je me parle contre ceci, et ainsi de suite. Mais le point que je veux faire, c'est que un être humain, disons comme moi pour le moment, un homme ne peut pas savoir par l'entremise de l'astral. Il peut simplement savoir par l'entremise de son énergie, de sa propre lumière. À partir du moment où l'homme ou un homme connaît les lois cosmiques, les lois universelles de l'intelligence, il ne peut plus y avoir en lui d'illusion d'orgueil mental ou de supériorité mentale, ce qui fait partie de la personnalité de l'ego évolutif. Donc, à partir du moment où un homme comme ça, et il y en aura beaucoup d'hommes comme ça, parlent dans le monde, si les hommes sont capables de finalement transpercer la toile de la compétition psychologique, de la compétition ésotérique, de la compétition occulte, et essayer de voir, d'aller chercher dans leur propre mental une énergie qui est universelle avec cette énergie de l'autre personne, c'est à ce moment-là que les hommes ensemble détruiront complètement les fabriques des sphères astrales sur la Terre. Et c'est ce que fera la sixième race racine. La sixième race racine, au cours de ces 2500 années d'évolution, détruira complètement ce qui reste de l'astral sur la planète Terre, et à partir de la septième race racine, l'homme pourra immortaliser sa chair. Donc, c'est très important pour l'homme de comprendre, sur le plan de sa personnalité, sur le plan du couple, sur le plan de sa communication, que toute communication avec un être humain est une communication qui se veut universelle. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas les hommes. Tous les hommes aiment les hommes. Nous faisons partie de la même strata d'énergie, de la même strata d'évolution. Nous faisons partie de la même conscience en évolution sur le plan matériel. Tous les hommes aiment les hommes, mais ce que les hommes n'aiment pas dans les hommes, c'est l'illusion que ces hommes sont l'illusion qu'ils projettent. Et les hommes tombent dans cette illusion et automatiquement la communication entre eux cesse. Bon, communiquer, ça veut dire aussi mettre en commun. Communiquer veut dire mettre en commun, ça veut dire mettre en commun. Vous mettez en commun avec moi ce que nous savons. Autrement dit, vous allez chercher dans le plan de votre énergie intelligente quelque chose. Moi, je vais chercher dans le plan de mon énergie intelligente. Et nous mettons ça en commun. Ce commun-là, on appelle ça du savoir. Et dans le couple, qu'est-ce qu'il est à mettre en commun pour contrecarrer ces plans-là de l'astral une fois qu'on est au courant de ces plans? Dans le couple, ce que l'homme doit mettre en commun, ce que les êtres dans le couple doivent mettre en commun, c'est l'amour. Un homme, un être. Oui, mais ça, on nous l'a toujours dit. Il faudrait le redéfinir peut-être pour qu'on le comprenne. Je ne parle pas de l'amour involutif, parce que ça, c'est de la bière d'épinette. C'est même pas de la bière Molson. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour sentimental. Je parle de la prise de conscience d'un être vis-à-vis un autre être en relation avec la grandeur de son esprit. Un être dans un couple qui réalise l'esprit de son partenaire, vice-versa, il vit automatiquement ce que nous appelons l'amour cosmique, c'est-à-dire un principe universel de liaison entre deux êtres qui est absolument indéfinissable sur le plan psychologique, mais qui est parfaitement partageable sur le plan de l'expérience. Mais ça devient un principe qui fait partie des mêmes lois cosmiques de l'expérience que l'intelligence et que la volonté. Donc, l'amour cosmique, l'intelligence cosmique, la volonté cosmique sont des aspects de l'énergie manifestée à travers un mental évolué.
Tandis que l'amour de l'homme, qui est sujet à la courbe sinusoïdale du haut et du bas, c'est un amour qui fait partie de l'expérience, c'est un amour qui invite l'astral à faire et à défaire, c'est un amour qui fait partie de l'expérience de l'âme, mais ce n'est pas un amour qui fait partie de l'expérience de l'esprit. Autrement dit, l'amour humain, l'amour involutif, l'amour que nous aimons tant aimer ou partager ou vivre ou fréquenter, c'est un amour involutif. Ce n'est pas un amour qui est réel. C'est un amour qui, si moindrement il y a obstacle, peut se fracasser. Pourquoi? Parce qu'il ne naît pas de l'esprit, il naît de l'âme. Il y a des êtres sur la terre qui se rencontrent parce que sur le plan de l'âme, ils ont des affinités. Mais lorsque les êtres se rencontrent sur la terre sur le plan de l'esprit, ils n'ont plus d'affinité. Ils sont déjà intégrés dans leur propre lumière. Ces êtres-là, s'ils sortaient de leur corps matériel, ils passeraient à travers le plan astral et ils se retrouveraient sur le plan de l'énergie ici. Donc, ce ne sont pas des âmes sœurs. Ce sont des êtres qui, sur le plan de l'esprit, ont un travail identique, ont un travail proportionnel à leur vibration, ont un travail en parallèle avec leur évolution. Donc, à ce moment-là, ces êtres-là vivent un amour qui se perpétue, qui est perpétuel. Ce n'est plus un amour qui peut être attaqué par l'astral parce qu'il n'est pas cet amour assujetti aux lois de l'homme. Il est régi par les lois de l'esprit, de l'intelligence. Tandis que l'amour que l'homme vit est un amour qui est régi par les lois de l'homme, c'est-à-dire un amour qui est régi par les lois de l'émotion dans le mental, donc un amour qui est régi par les lois de la vicissitude. Et les vicissitudes, elles sont créées par quoi? Elles sont créées par l'astral. L'homme ne réalise pas sur la terre qu'il est un ambassadeur de la mort. L'homme ne réalise pas qu'avant de descendre dans la matière, il était déjà lui-même un mort. Il était dans ce plan et qu'il a un contrat avec ce plan. Et ce contrat, un jour, il doit être brisé. Lorsque l'homme brise le contrat avec le plan de la mort, il n'a plus de karma. C'est-à-dire qu'il n'a plus à vivre de l'expérience de l'âme à travers son expérience égoïque. Donc, à ce moment-là, il est libre. Donc, il ne peut plus perdre dans sa vie ce que nous appelons cet amour, c'est-à-dire cette énergie qui fait partie des lois de l'esprit, comme l'intelligence fait partie des lois de l'esprit, comme la volonté fait partie des lois de l'esprit, donc des lois qui font partie de la lumière, donc de l'intelligence, donc de ce qui est de plus haut, de plus suprême dans l'homme, de ce plus évolué dans l'homme, de plus parfait dans l'homme, donc de ce qui n'est pas régi par les lois planétaires de l'homme, mais par les lois cosmiques de sa conscience, c'est-à-dire de sa conscience en évolution de fusion, en évolution d'intégration d'énergie. Il est là le problème de l'homme. Un être, tout être dans un couple, tout être dans un couple qui va communiquer ou qui peut communiquer avec les plans, se fera dire d'une façon absolue que la vicissitude dans l'amour de son couple, elle est régie par les lois de la mort. Il y a des entités qui sont expressément à la mesure de cet être. Lui, il est insécure, il a une entité qui va véhiculer l'insécurité. L'autre, il est orgueilleux, il aura une entité qui va véhiculer l'orgueil, et ainsi de suite. Parce que dans le monde de la mort, nous avons des comparses. Si nous sommes orgueilleux sur le plan matériel, c'est parce que nous sommes des comparses avec des entités qui sont dans le monde de la mort. D'ailleurs, je vais aller bien plus loin que ça. Je vais vous dire que l'homme évolutif, c'est un mort-vivant. L'homme évolutif. Un homme involutif. Involutif. Oui, tant que l'homme n'est pas dans la fusion, c'est un mort-vivant, c'est-à-dire que c'est un être qui est en communication, qui a un contrat avec le monde de la mort. Et ces entités travaillent avec lui travaille avec elles, mais lui, par différence, il travaille d'une façon inconsciente. Lui n'est pas conscient. Il a perdu la mémoire de la mort. Il n'y a pas un homme qui se rappelle d'où il vient quand il était mort, en général. Donc, l'homme ne sait pas qu'il a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il ne connaît pas la programmation, il ne connaît pas ses archives, il ne connaît même pas le numéro de ses archives. Il ne peut même pas aller dans ses archives, parce qu'il ne sait pas où elles sont localisées, ainsi de suite. Donc. C'est quand même extraordinaire qu'on ne sache pas d'où on vient. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est ça que je veux dire. L'homme de l'évolution n'a jamais su d'où il venait, n'a jamais su où il était, n'a jamais su comment il est arrivé là, n'a jamais su où il allait. Ça, c'est une insulte à l'intelligence cosmique dans l'homme. L'homme est un être cosmique. Il est un être lumière. D'ailleurs, ce sera prouvé au cours des prochaines générations. L'homme est un être lumière. Les bases ésotériques de la chrétienté, le christianisme ésotérique l'a démontré, l'ésotérisme bouddhiste l'a démontré, toutes les grandes religions ont démontré les fondations ésotériques de l'homme qui, dans le fond, est une épigénèse de la réalité de sa propre lumière. On parle dans l'ésotérisme chrétien du corps lumineux, du Christ que des hommes auront demain, ainsi de suite. C'est le corps morontiel de
la cosmogonie du rancia, c'est le double que je parle moi. Ça n'a pas aucune importance, la qualité des mots que nous employons. Mais l'homme nouveau, l'homme qui sort de l'évolution et qui va vers l'évolution, sera obligé de réapprendre complètement les lois de la vie, parce que la vie, c'est une science. Ce n'est pas simplement un processus biologique qui comporte des paramètres psychiques ou des paramètres intérieurs. La vie, c'est une science, mais elle ne peut devenir une science que lorsque l'homme aura détruit le temple de sa connaissance égoïque. Lorsque l'homme aura détruit le temple de ses opinions personnelles, lorsque l'homme aura détruit le pouvoir de la mort dans son mental à travers la manipulation psychologique de son moi. À partir de ce moment-là, l'homme entrera naturellement dans sa propre énergie. Parce que être dans l'intelligence, ou être créatif, ou être dans cette énergie, le savoir, c'est facile. Le savoir, ça coule, c'est une source, ça coule comme l'eau, c'est intarissable. Donc, un homme qui est dans le savoir n'a aucun mérite psychologique. Tandis qu'un homme qui a dans la connaissance, qui a œuvré, qui a cherché, qui a fait le tour du monde pendant des années, qui a fait le tour des écoles ésotériques, qui a réellement fait des efforts, il a du mérite. Il a du mérite. Je respecte beaucoup les hommes qui ont réellement témoigné d'une persévérance pendant des années pour en arriver à une connaissance, pour finalement en arriver à réaliser que c'était une illusion. Mais vous imaginez le type, comme j'en rencontre beaucoup, des hommes qui font partie de tels temples ou de telles organisations, des hommes de 65, 70 ans qui ont été à la chefferie de certaines sciences ésotériques et qui, une fois qu'ils font partage avec mon expérience, s'aperçoivent qu'ils ne savent rien. C'est terrible. Donc, c'est une insulte à l'intelligence de l'homme et ça fait partie de l'évolution. Et aujourd'hui, l'homme est suffisamment prêt, capable, en force, pour finalement déchirer le voile du temple et faire sortir de ce tabernacle qui est la mémoire de l'âme, finalement les hosties de sa propre consécration, pour que lui puisse, en tant qu'être, se consacrer, c'est-à-dire pour que lui puisse finalement se donner le bâton du pouvoir et non pas le bâton de la sagesse qui a été équivalent à un pénis cosmique donné à tous les ésotéristes depuis le début de l'évolution. Bon, retournant au pénis, je veux dire au couple, c'est la même chose. Comment donc, une fois qu'on a compris ce jeu de l'astral, comment établir cette alliance-là ou faire un front commun pour contrecarrer ces plans-là par la parole, par l'échange? Comment se parler maintenant? Se parler, c'est une chose. Mais moi, je vais aller encore plus radical. Je dis que l'homme ou l'être dans un couple qui fait de la peine à l'autre être dans un couple, il est instantanément astralisé. De la peine. De la peine. À partir du moment dans un couple où vous faites de la peine à un être cher, vous êtes astralisé. Alors, ça demande que l'homme, quand il fait de la peine, il y a des gens souvent qui me demandent, avez-vous des méthodes? Parce qu'on est dans le siècle de la méthodologie. Avez-vous des méthodes pour fusionner? M. Bernard, avez-vous des méthodes pour devenir une immortelle, M. Bernard? Bon. Je vais vous en donner une méthode pour le couple. Mais c'est tellement... Quand un être dans un couple, et quand je dis dans un couple, pas seulement dans un couple, dans la vie, quand un être fait de la peine subjectivement à un être, par ignorance, il est astreint. Il faut le savoir qu'on fait de la peine. On le sait tout le temps. Il faut avoir un certain On le sait tout le temps. On le sait tout le temps. Quand vous engueulez votre femme, vous savez que vous l'avez engueulée. Quand vous avez engueulé votre femme, vous savez que vous l'avez engueulée. Il y a une énergie que vous avez passée à cette personne qu'elle est obligée de subir. Les gens ne font pas que s'engueuler dans les couples, ils peuvent se faire des remarques, mais ça dépend du niveau de sensibilité. Ça fait partie de la même chose. Quand vous faites une remarque dans un couple et que vous faites souffrir l'autre, c'est parce que vous avez un manque de sensibilité. Si vous aviez un taux vibratoire supérieur, cette remarque ne passera pas dans votre canal. Oui, mais si c'est pour construire le couple. Ça fait partie de l'évolution du couple d'apprendre à utiliser la communication d'une façon qui est de plus en plus créative. Autrement dit, que vous fassiez des remarques à votre femme qui la fasse ou à votre mari qui le font souffrir, ou que vous assommiez votre femme ou votre mari qui le fait souffrir, que vous fassiez n'importe quoi. Où il y a souffrance, il y a manipulation astrale et c'est à l'homme de voir
que l'amour de son esprit pour l'autre esprit, ou autrement dit, la liaison entre deux esprits, elle est mise en jeu, elle est mise en cause à partir du moment où lui manque d'authenticité. Autrement dit, de réalité, autrement dit, de perspicacité dans son mental. Alors, comment est-ce qu'on le fait savoir à l'autre? On lui dit pas, t'es pas correct parce que tu m'as fait de la peine, parce que ce sera encore jouer le jeu de l'astral de dire à l'autre, t'es pas correct. Non, ça ne change rien. Il y a des gens qui disent à l'autre, t'es pas correct, ou il y a des gens qui disent à l'autre, t'es correct. Ça, ce sont des mots. Ça dépend des conventions. C'est dans l'action, c'est dans l'action. Il y a une énergie astrale qui va passer chez l'homme, ça je suis d'accord. L'homme ne peut pas déastraliser son mental à cause de son émotivité instantanément. Donc il y aura des fuites d'énergie astrale. L'homme se sentira, l'être dans le couple, sentira tout d'un coup qu'il a les nerfs aiguisés. Tu comprends? Bon, il y a les nerfs aiguisés, la parole la passe. Bon. Mais à ce moment-là, s'il est suffisamment réel, s'il comprend suffisamment le jeu, il va revenir ensuite, il va dire, bon, je m'excuse, je voulais pas parler comme ça. Ça a passé. Automatiquement, il va neutraliser la vibration dans l'autre. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui ne peut pas être neutralisé dans la vibration par un être humain qui est conscient de la vibration. Moi, j'ai vécu pendant 15 années avec ma femme, je lui ai donné des chocs. Parce que j'étais un initié, donc j'ai donné des chocs. J'ai créé des chocs dans sa conscience pendant des années pour l'amener à sa propre réalité. Mais quand je donnais un choc, je rebalançais. Je donnais un choc, je rebalançais. Je donnais un choc et je rebalançais toujours la vibration. De sorte que, ayant balancé la vibration, elle sortait du choc, elle avait appris quelque chose, mais elle ne demeurait pas avec la mémoire. Donc l'amour n'était pas touché. Donc l'homme, dans sa relation humaine, il crée des chocs par la parole, il ne le réalise pas, il fait toutes sortes de choses, et lui, quand je dis l'homme, je parle de la femme, je parle de l'être. Je parle génériquement. Lui, il se donne l'impression d'avoir raison. C'est lui qui a raison. Il le mérite, l'autre le mérite, ceci, ou l'autre le mérite, cela. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas connaître l'amour universel. Ce serait très facile, c'est très facile de connaître l'amour universel parce qu'il fait partie de tous les êtres. Mais c'est très difficile de le vivre parce que il faut que l'ego, chaque fois qu'il est en action ou en relation verbale ou active avec l'être dans le couple, il faut chaque fois qu'il surveille l'astral en lui, qui utilise sa sensibilité, qui utilise son énervement et qui lui fait parler d'une façon qui ne convient pas à une harmonie entre les deux. Vous regardez le type qui travaille au bureau. Il vient le soir, la femme, elle est à la maison, elle fait la soupe. Elle brûle la soupe. Le type, il a faim, il n'a pas mangé. La bonne femme, elle a brûlé la soupe. Vous savez pourquoi elle a brûlé la soupe? Parce qu'on lui a coupé la mémoire sur l'autre bord. Donc, on lui a coupé la mémoire, elle a oublié la soupe, les palourdes, elles sont toutes brûlées. Et le bonhomme, il arrive à la maison, il a travaillé sur la construction. Et ce qu'ils sont, mais Chris, ma crise de soupe. Donc, il donne de la merde à sa femme. Sa femme, elle dit, bon, mais j'ai brûlé, je m'excuse, mon nénou. Tu vois? Mais si le type était conscient de ce qui se passe, il dirait, bon, mais tu t'es fait chier, c'est pas grave, on va aller au restaurant. C'est toute la différence. C'est toute la différence. C'est de voir le jeu. C'est de voir le jeu. Et l'évolution, l'homme verra le jeu, la femme verra le jeu, et quand les couples, les gens dans les couples, les êtres dans le couple verront le jeu de l'astral à travers leur personnalité, ils passeront de la personnalité à la personne, donc ils vivront, ils connaîtront un amour qui est réel, un amour qui est imperturbable. C'est ça, le problème de la communication. Et ça, c'est, je vous le dis, jamais, pendant l'évolution, les secrets de l'astral, les secrets de la mort n'ont été connus de l'homme. L'homme disait, pour connaître la mort, il faut mourir. C'est une illusion. L'homme n'a pas besoin de mourir pour connaître la mort. Il peut être sur le plan matériel et connaître parfaitement la mort. Mais pour ce, il faut qu'il soit dans son énergie. Et à partir du moment où il est dans son énergie, à partir du moment où il possède un mental capable d'absorber cette énergie, il peut facilement connaître la mort parce que la mort, c'est un plan inférieur au mental. De quoi dépendrait une communication objective dans un couple? Une communication objective dans un couple dépend de la capacité de chacun de réaliser le jeu de l'astral, donc, inévitablement, d'en arriver à ne pas se prendre au sérieux. Si c'est pas possible pour de différentes raisons, que l'un ou l'autre est susceptible dans le couple, ce qui arrive bien souvent, qui n'arrange pas les affaires. Celui qui est susceptible devra apprendre que sa susceptibilité fait aussi partie de l'astral à travers son centre émotionnel. La susceptibilité, c'est de la perversion, c'est une forme d'insécurité, c'est le résultat de une personne susceptible qui vivrait un choc très grand dans la vie pourrait en arriver à la paranoïa.
La susceptibilité, c'est une des grands outils utilisés par l'astral pour empêcher une personne de pouvoir percevoir objectivement sa relation avec un autre. Ça va très loin. C'est très dangereux, la susceptibilité. D'ailleurs, j'ai déjà dit que l'homme, si on prend l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'homme-esprit. L'homme-esprit est un être qui est naturellement bon. Autrement dit, les histoires des paléontologistes ou des sociologistes ou des psychologistes qui disent que l'homme est foncièrement mauvais, qu'il est guerrier, et qu'il s'est civilisé, ce n'est pas réel. L'homme est un être foncièrement bon, mais il ne peut pas l'être parce que la connexion entre son énergie et lui-même n'est pas faite. Elle est coupée, elle est scindée en deux par l'astral. C'est l'astral qui a le contrôle sur la Terre. C'est l'astral qui est derrière l'argent, qui est derrière la finance, qui est derrière la sexualité, qui est derrière la drogue, qui est derrière la manipulation politique, qui est derrière le mensonge, qui est derrière tout. C'est l'astral. C'est comme s'il déviait l'énergie. Il utilise constamment l'homme, il dévie constamment l'énergie, ils interfèrent avec la lumière de l'homme. C'est ça l'évolution, c'est l'interférence de l'astral avec la lumière de l'homme, c'est le combat entre la mort et la lumière, c'est le combat entre les forces lucifériennes et les forces de la lumière, c'est ça l'astral. Et l'astral, c'est un concept qui est très bon parce qu'il définit d'une façon scientifique la nature réelle des mondes invisibles parallèles à la Terre qui font partie de l'organisation psychique du moi. Et ça, c'est tout ce qui empoisonne notre existence. C'est tout ce qui empoisonne l'existence de l'homme. Les hommes, depuis Socrate, ont cherché la connaissance. On est allé aux Indes chercher la connaissance. On est allé ici chercher la connaissance. La connaissance, elle est dans l'homme. L'homme, il est dans le savoir. Il est dans sa propre lumière. Il n'a pas besoin de voyager. Mais il y a des lois, et ces lois, nous les savons que depuis 69. Il y a des lois concernant l'intelligence créative de l'homme, la fusion de l'homme, la réalisation de son identité, et ces lois sont la destruction de l'astral en lui, c'est-à-dire la prise de possession du contrôle territorial de son psychisme. L'homme doit en arriver à comprendre la nature de son moi, parfaitement. À partir du moment où l'homme a une compréhension de sa réalité, il n'y a plus en lui, sur les autres plans invisibles de sa réalité, de force capable de le malmener, de lui créer toutes sortes de souffrances qui conviennent à l'expérience de l'homme, pour le rapatriement de ses expériences et de la construction de certaines mémoires qui, sur les autres plans, sont utilisées pour la création des modèles d'évolution futurs. C'est une illusion, mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la programmation nécessaire de l'homme. Mais l'homme est arrivé à un âge de la maturité. C'est pour ça que l'homme nouveau en arrivera finalement à comprendre les lois de la vie d'une façon parfaite. Donc, les couples seront parfaits. Dans un couple qui n'arriverait pas à établir ce contact ou un dialogue qui soit objectif, est-ce qu'il pourrait éventuellement demander l'aide d'un couple ami avec lesquels ils ont une très bonne relation vibratoire? Est-ce qu'il pourrait leur demander en quelque sorte de leur faire voir dans leur dialogue à quel moment ils sont manipulés par l'astral, eux qui seraient à l'extérieur de la situation? Si le couple d'amis est intelligent. Si le couple d'amis est intelligent, si le couple d'amis connaît ces lois-là, à ce moment-là, ce couple d'amis devient un couple thérapeute. C'est aussi simple que ça. Un couple peut facilement aider un autre couple, mais il faut que les deux couples soient intelligents. Il faut qu'ils connaissent la partie, il faut qu'ils connaissent les lois de l'astral. Ça me bouleverse de savoir que les lois de l'astral ne sont pas connues dans le monde. Même dans le monde de l'ésotérisme, encore pire, ça me bouleverse encore pire. Ce sont les ésotéristes, les occultistes, les gens qui travaillent sur ces plans, en relation avec ces plans, qui devraient savoir ces lois. Ça me bouleverse. Je suis en train, j'écris des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Mes livres, ils montent et je veux jamais les publier. Pourquoi? Parce que il y a tellement de choses à dire. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que l'homme doit en arriver finalement à dire tellement de choses pour éclairer tellement d'hommes que ce n'est plus important le temps que doit prendre le livre pour être publié. Mais les gens vont s'attendre à quoi? Les gens vont s'attendre à de la connaissance ésotérique. Parce que l'homme est fasciné par l'invisible, il est fasciné par l'organisation des mondes. Je ne suis pas intéressé à donner à l'homme de la connaissance ésotérique. Je suis intéressé à donner à l'homme les lois, la science de l'esprit, la science de la vie, la science des mondes et comment est manifesté, comment il est lui-même manipulé. C'est ça qui m'intéresse. Donc, naturellement, ces livres vont aller chercher des êtres qui sont suffisamment évolués. Et avec le temps, ils iront chercher d'autres êtres qui seront prêts à entrer dans une autre phase d'évolution mentale. Il n'y a plus pour moi de possibilité de partager de ce que je sais avec les hommes autres que par la parole. Mais ça demande que les hommes soient suffisamment
près de leur réalité pour pouvoir finalement connecter avec leur propre énergie, parce que nous ne sommes plus au niveau de la connaissance. La connaissance ne sera plus le véhicule d'expression de l'ego au cours de l'évolution, ce sera le savoir. L'homme sera plus intéressé à la connaissance. La connaissance, c'est simplement l'organisation mentale du savoir. L'homme sera intéressé au savoir. Le savoir fera partie de son mental, de sa créativité. Il parlera et tout ce qu'il dira sera du savoir. Donc, lui, en parlant, il apprendra quelque chose. Les autres apprendront quelque chose. Et le savoir deviendra comme un fil d'Ariane qui fera le tour de la Terre au cours des prochaines générations. Mais l'homme doit comprendre son couple. Et il doit comprendre les lois de l'astral. C'est pour ça que je donne des séminaires. Mais je ne peux pas donner des séminaires toute ma vie. J'en ai ras-le-bol de donner des séminaires. J'ai d'autres choses à faire. Je suis fatigué. C'est dur pour moi de donner des séminaires. Donc, un jour, il faudra que les hommes puissent passer du séminaire directement à la lecture et pouvoir avoir la sensibilité de lire mes lignes et de connecter avec ce qu'ils savent et d'aller là. C'est pour ça que j'écris. Sinon, je n'écrirais pas. Pourquoi j'écrirais? Est-ce qu'on peut dire que dans l'ésotérisme ou l'occultisme, il y a de l'intelligence, mais qu'elle est astralisée et que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre à avoir de l'information sur l'astral? Il y a beaucoup d'intelligence dans l'ésotérisme. D'ailleurs, l'ésotérisme, c'est la plus haute intelligence de la Terre. Mais cette intelligence, elle est voilée. Il y a des voiles. Apportez-moi n'importe quelle notion de l'ésotérisme mondial, qu'ils viennent de l'Occident ou qu'ils viennent de Chicago, je vous montrerai les voiles, je vous l'ai déjà dit. Il y a des voiles. Je vous ai montré le voile concernant l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est un concept qui a été créé par les mondes très élevés de l'architecture mentale. Et ce concept est extrêmement valide pour l'évolution de la psychologie humaine, mais il ne sert absolument à rien à l'homme une fois qu'il est en fusion. Donc, où se situe l'homme vis-à-vis le savoir? Est-ce que l'homme vis-à-vis le savoir se situe vis-à-vis lui-même ou il se situe vis-à-vis des hiérarchies intelligentes qui le programment d'une façon bénévole et d'une façon créative à entrer en communication avec un autre plan d'énergie future? C'est l'homme qui doit le savoir. Moi, je suis un homme qui le sait. Il faut qu'il y en ait d'autres. Est-ce que je peux vous demander votre appréciation sur un passage, 3-4 lignes d'un livre que je ne citerai que si l'appréciation est favorable. Si elle ne l'est pas, bien tant pis pour l'auteur. Non, je ne peux pas faire une appréciation publique favorable ou défavorable vis-à-vis d'un livre, parce que tous les livres servent. Si ce livre n'était pas bon, il servirait à des gens qui ont besoin des livres qui sont pas bons pour évoluer. S'il était bon, il servirait à des gens qui ont besoin des bons livres pour évoluer. Tout est polarisé. Mais maintenant, il y a la question. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on m'explique ceci. Le livre, il est très bon. C'est sous-entendu pour l'auteur, probablement, qui l'écrit, qui a compris ce qu'il dit. La femme ralentira l'homme trop pressé à accomplir de grands actes universels. Elle sera l'éclaireur de l'homme dans son chemin intergalactique. Elle aura la vision parfaite des sous-plans de la matière. Il a parfaitement raison. La femme de l'évolution sera totalement différente de la femme de l'involution. La femme, vous savez pourquoi la femme existe? La femme existe dans l'expérience humaine parce que l'homme aurait pu être unisexuel. L'être humain aurait pu être unisexuel. La raison pour laquelle la femme existe, c'est parce que dans l'expérience de la femme, il y a une montée d'énergie au cœur, autrement dit au plexus solaire. Et cette montée d'énergie au plexus solaire sert à donner dans le monde de l'astral toute la couleur autour de ce monde qui est utilisée pour le développement de la spiritualité. Autrement dit, la femme, en tant qu'être génétiquement composé pour l'évolution de la conscience moléculaire du corps astral, est un être qui sert à composer l'atmosphère du plan de la mort, mais sur les hauts plans de sa spiritualité. C'est pour ça qu'il y a une relation étroite entre le bleu spirituel de la femme et l'amour de la femme et la relation spirituelle entre la femme et ce que nous appelons dans la chrétienté la Vierge Marie. La Vierge Marie est simplement une condition psychique créée dans l'homme pour le maintien d'une vibration astrale afin de maintenir le pouvoir des hautes sphères spirituelles de l'astral pendant que l'homme n'est pas arrivé au stage de la fusion. Autrement dit, le concept de la Vierge Marie est un concept où l'image de la Vierge Marie est une projection dans l'espace-temps astral de l'homme, dans l'espace-temps psychique de l'homme, simplement pour maintenir dans le monde astral de la mort, sur les hauts plans de ce monde, une atmosphère suffisamment puissante qui permet à ce monde de pouvoir constamment manufacturer dans le psychisme humain une vibration spirituelle. La Vierge Marie n'existe pas en réalité sur le plan astral.
Elle fait partie simplement des dominations qui ont utilisé sa forme humaine selon l'histoire, l'interprétation des sages, l'interprétation des psychologues, l'interprétation des artistes, pour créer dans le monde de l'astral une atmosphère d'énergie suffisamment puissante pour empêcher que l'homme sur la Terre perde contact avec la spiritualité. Donc, c'est dans ce sens que la Vierge Marie est extrêmement importante pour l'évolution. Mais à partir du moment où l'homme va entrer dans l'évolution, de la fusion, le concept de la Vierge Marie n'existera plus parce que l'homme sera en contact avec des plans d'énergie tellement subtils, tellement élevés que la simple mémoire de la façon dont a été utilisé ce symbole psychiquement collectif dans le monde occidental sera une insulte à son intelligence mentale. Donc, la femme représente, dans l'évolution, la femme future, représentera un être-esprit, c'est-à-dire un être dont l'esprit, dans un corps matériel, sera capable de freiner le mouvement de l'énergie de l'esprit dans le corps matériel de l'homme. Parce que l'énergie dans le mental de l'homme n'agit pas de la même façon que l'énergie dans le corps émotionnel de la femme. L'énergie dans le mental de l'homme a tendance, quand l'homme n'a pas la science de cette énergie, quand l'homme n'est pas suffisamment en fusion, quand l'homme n'a pas suffisamment intégré, l'énergie a tendance à créer dans l'homme un faux souffle de vie. C'est-à-dire elle a tendance, cette énergie, à lui donner des ailes. Il va aller trop vite, il est pressé parce que l'homme est foncièrement un être actif, il est foncièrement un être qui fait. L'homme est un constructeur. Donc l'homme veut construire, et comme il est en voie d'évolution, comme il est en voie de perception de certaines choses, il veut construire vite parce qu'il a encore de l'ego, parce qu'il a encore de la vanité dans le mental, parce qu'il a encore de l'orgueil dans le mental, parce qu'il a encore besoin de se donner une sécurité psychologique qui devient pour lui, sur le plan créatif, un bien-être. L'homme, dans la fusion, devra apprendre à contrôler cette énergie, et quand il apprendra à contrôler cette énergie, il sera parfaitement en équilibre avec la femme, et à ce moment-là, il formera dans le couple avec la femme une nouvelle énergie qui sera parfaitement distribués, autant sur le plan mental que sur le plan sexuel, et ces êtres vivront une vie parfaite. Mais tant que ceci ne sera pas atteint, la femme servira de baromètre dans la vie de l'homme. La femme évolutive, elle servira de baromètre dans la vie de l'homme, et son intelligence, perçue à travers le plexus solaire, sera pour lui un indicateur de ralentir, de faire attention, de voir, de regarder. Et si l'homme n'écoute pas, il vivra des tensions avec sa femme et elle le rentrera dans le mur parce qu'elle aura la force de le faire. Sinon, elle brisera son couple. La femme aura la force de briser son couple, de rompre son couple, comme si elle n'avait aucun once de sentiment dans le mental. La femme future. Donc, si l'homme veut garder sa femme, il sera obligé quelque part de regarder à travers sa conscience, à travers sa vision, et voir qu'effectivement l'astral travaille, et à ce moment-là, elle lui permettra d'intégrer. C'est la femme qui mettra fin à l'initiation solaire de l'homme sur la Terre. La femme, c'est l'élément parfait pour éteindre dans le feu de la conscience humaine le plan de la mort. La femme, elle est absolument extraordinaire, mais elle ne le sait pas. Et l'homme est absolument secondaire à elle sur le plan matériel, et il ne le croit pas. Eh bien, Claude Bohémier qui est parmi nous, qui est l'auteur de ce livre, L'Initiation solaire. Alors, ton livre a passé son test, c'est bien. Claude Bohémier, où il est? Il est dans la salle. Je peux vous voir? Je peux vous voir ici? Ou plus proche, le visage, parce que j'ai pas de... Venez, que la salle vous reconnaisse. C'est où? Ouais, vous connaissez. Mais je ne donne pas d'autorité à son livre. Il faut que l'homme regarde dans son livre et que l'homme voit, parce que lui, il est en évolution. Il a encore de l'émotivité dans le mental. Il a une grande sensibilité. Donc l'homme doit voir. Où lui arrête, l'homme doit continuer. Il n'y a pas d'autorité dans le monde. Il n'y a pas un homme qui a de l'autorité dans le monde. Parce que les hommes sont une chaîne d'énergie. Des hommes créeront demain, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans. Il y aura des choses dites, écrites par l'homme dans 50 ans qui révolutionneront la science.
Donc, les hommes qui regardent un livre, quand on lit un livre, on regarde ce qui, dans le livre, convient à notre énergie. Ce qui ne convient pas, on attend. Parce que peut-être qu'il écrit des choses dans le livre qu'on ne comprend pas maintenant, mais qu'on comprendra demain. Mais on ne doit jamais croire ce qui est écrit dans un livre. On doit simplement vibrer en harmonie avec lui. Là où il y a des choses qui sont bien écrites, bien dites, qui viennent de l'esprit, son intelligence universelle. Parce qu'il ne doit pas y avoir de conflit entre l'homme et ce que l'homme écrit. Mais si l'homme lit des livres et qu'il fait des livres une nouvelle base de croyance, il se fourvoie. L'homme doit être libre. Moi, je vais écrire des livres un jour. Vous devez être libre des livres que j'écris. Un livre, c'est une lumière transposée dans une forme très ralentie. Et l'homme ne doit pas lire pour croire. Il doit lire pour voir si celui qui écrit sait autant que lui. Si celui qui écrit sait autant que lui. Donc, si vous savez long comme ça, et que celui qui écrit ne sait pas long comme ça, vous êtes déjà dans le savoir. Il n'y a pas de magnitude au savoir. Le savoir, c'est une infinité qui n'a ni début ni fin. Mais là où il y a une vibration dans un livre qui coïncide avec votre vibration dans le mental, cette partie-là vaut la peine d'être lue. Si le reste ne vaut pas la peine, vous le mettez de côté. Un homme peut dire des choses dans un livre qui sont valables d'un bout à l'autre. Un homme peut dire des choses dans un livre qui sont partiellement valables. Vous allez chercher simplement ce qui est valable et vous vous occupez seulement de ce qui est valable. Mais si vous commencez à croire ce qui est valable dans un livre, vous donnez à un livre de l'autorité sur vous, vous perdez votre intelligence. Merci Bernard.